Bonjour Sébastien Delogu. Bonjour. Nous allons passer environ 1 heure ensemble et parler de votre projet pour Marseille. Vous avez été l'un des premiers à proposer aux Marseillais un programme complet de 379 mesures. C'est beaucoup. Le seul, vous devriez dire. Peut-être le seul pour l'instant. Alors ça concerne tous les domaines. Mais si vous deviez résumer le bilan de Benoît Payan en 3 mots, quel est-il et quels sont-ils ? Ou en 3 mots, ça serait difficile parce que c'est une personne qui est dès lors arrivée à la mairie de Marseille, qui est revenue sur le droit de grève, quelque chose qui pour moi, fils de syndicaliste, était extrêmement grave et important. Et puis j'ai aussi vu qu'il a fermé les yeux sur les problèmes des écoles, dont je pense que certainement nous allons en parler. Puis il y a pas mal de choses, le fait de laisser la ville sale, donc je le vois sortir maintenant en disant qu'il va rendre Marseille propre, je rigole, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 6 ans, quoi. Alors vous êtes une figure très marseillaise, hein. D'ailleurs vous le revendiquez haut et fort. Vous dites souvent « je représente Marseille telle qu'elle est ». Est-ce que cela veut dire que les autres candidats sont un peu moins marseillais que vous ? Non, je n'irai pas jusqu'à là, je ne sais pas si ils le sont plus que moi ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je représente un monde où tous les maux de la société font rage, celle de la ville de Marseille, qui est quand même le reflet de toutes les inégalités en France. Et ce monde-là, c'est le monde de personnes qui, quand ils doivent partir au cinéma, prennent 5 bus et mettent des heures pour y aller. Même schéma quand c'est l'été pour aller à la plage. Un monde où des gens doivent habiter dans des logements insalubres, mettre leur santé de côté parce qu'ils sont enfermés dans un monde de métro, boulot, dodo, où ces personnes vont sacrifier leur santé pour pouvoir garder leur dignité auprès de leurs proches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que député de la nation, aujourd'hui, c'est vrai que je représente ces personnes-là qui souffrent et qui sont en souffrance dans cette ville et qui aujourd'hui, je me présente à vous en tant que candidat à la mairie de Marseille, est un appel justement au rassemblement à toutes ces personnes qui sont en souffrance et j'inclus la jeunesse, les classes populaires mais aussi les classes moyennes qui souffrent énormément. Vous trouvez qu'elle s'est paupérisée, cette ville de Marseille ? Bien évidemment, bien évidemment. Et donc je vous disais, c'est un appel justement au fait que ces personnes-là vont pouvoir récupérer le pouvoir car nous sommes en train de construire des ponts pour les ramener dans ces institutions et quand ils auront récupéré le pouvoir, ils vont donc être censés diriger eux-mêmes cette ville. Et donc je me languis que le peuple récupère les commandes plutôt qu'une caste politique corrompue, clientéliste qui aujourd'hui fait en sorte d'organiser la précarité à l'échelle de la ville. Alors débutons par les écoles marseillaises, hein, vous en avez parlé, elles sont devenues un peu le champ de bataille politique de ces élections municipales. Dernière affaire en date, le signalement de l'ex-préfet des Bouches-du-Rhône qui éclabousse la campagne de Benoît Payan. Il a en effet alerté la justice sur de possibles délits de favoritisme dans le cadre du plan de rénovation des écoles, des délits qui auraient été commis par la Société publique des écoles marseillaises. Est-ce que Benoît Payan, selon vous, doit s'expliquer devant les Marseillais ? Benoît Payan doit faire la lumière sur ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe avec cette grosse problématique. Quand même, rendez-vous compte, c'est quand même le directeur de cabinet du président de la République qui interpelle le procureur en déposant un article 40 car il y a d'énormes problèmes liés au fonctionnement et à la transparence de ce qu'il s'y passe dans cette Société publique des écoles de Marseille, mais aussi sur les décisions. On a pu le constater où il a pris des décisions, le maire de Marseille a pris des décisions et ses équipes ont pris des décisions en sachant que c'était sans respecter la loi. Alors eux, ils souhaitent le faire quand il s'agit de rénover, de délivrer une école à quelques jours des échéances municipales, mais ils ne le font pas quand il faut réquisitionner par exemple les logements vides pour faire juste respecter le droit au logement. Mais est-ce que l'urgence pour justement que les élèves puissent enfin trouver des classes normales, est-ce que l'urgence peut expliquer ce non-respect des règles ? Mais l'urgence peut tout expliquer. Il suffit de montrer au peuple ce que nous sommes en train, l'action politique que nous menons, pour justement changer cela et répondre à ces urgences. Et donc du coup, c'est pour cela que je mets face à face deux thèmes, le logement et l'éducation. Et bon,
On le voit avec Marseille en grand quand même. Nous sommes bien au courant de tout ce qu'il s'est passé, puisque nous avons fait une enquête populaire, parce que l'enquête parlementaire n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale, et donc nous avons fait 200 auditions à travers la ville, et ces auditions ont donné lieu à un rapport parlementaire quand même extrêmement important, qui justement mettait des points sur le manque de transparence et le manque de gouvernance justement dans ce dossier-là des écoles. Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'un sujet aussi important que l'école, avec un budget quand même de 1,5 milliard, peut avoir comme transparence sans transparence, quoi? Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de transparence dans un tel sujet avec autant d'argent? Est-ce que c'est normal de prendre des décisions sans devoir avertir la population ou même de les interroger sur ce qu'ils souhaitent faire? Je ne pense pas. Donc pour moi, c'est un gros problème et je me pose énormément de questions et je l'appelle à se positionner et à dire ce qu'il s'est réellement passé. Alors, vous voulez réintégrer la SPEM au sein des services municipaux d'ici la fin du mandat. Mais elle est co-gérée par l'État, cette Société publique des écoles marseillaises. Comment vous ferez? Nous, on veut mettre fin à la délégation de service public. Du service public, et notamment dans l'entretien des écoles, pour la simple et bonne raison qu'il y a aujourd'hui de très graves problèmes. Donc vous le voyez avec ce qu'il se passe avec les révélations de Blast. Et nous souhaitons bien évidemment un nouveau plan école qui amènera à plus de transparence dans ce que nous devons faire dans l'action politique menée dans la construction de nos écoles. Il faudra travailler avec l'État là pour le coup. Tout à fait. Quand on construit une école, il faut comprendre, si on la construit différente dans chaque secteur, quand il y a un rideau qui casse, on va devoir justement commander un nouveau rideau qui ne sera jamais le même partout. Et donc du coup, nous essayons d'expliquer que nous souhaitons construire les mêmes écoles partout sur le territoire pour que justement nous pouvons répondre à des problèmes du quotidien, comme vous l'avez vu avec l'ensemble des collectifs qui sont des parents d'élèves dans les écoles qui se plaignent des chauffages qui ne fonctionnent pas, avec des classes avec entre 9 et 13 degrés, ce qui est inacceptable, et des problèmes avec des fenêtres qui ne ferment pas ou qui restent ouvertes, avec des problèmes de sécurité, où vous avez des agents de la ville qui se font agresser le soir tard en rentrant. Et tout cela, j'ai envie de vous dire, le maire de Marseille a fermé les yeux sur cette situation et a fait semblant de s'occuper des écoles, mais on n'a rien vu d'extraordinaire. Ce qu'a fait le maire de Marseille, c'est ce que fait une municipalité dans toutes les villes de France. Et pourtant, il y a eu le plan Marseille en grand, dont nous avons été quand même les seuls à dire que nous étions contre, et c'est pour cela que nous essayons aujourd'hui, avec un programme, d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les Marseillaises et les Marseillais pour prendre soin de nos minots, notamment avec la cantine gratuite et bio, pour essayer d'aider justement ces minots à mieux se nourrir et à avoir une qualité alimentaire dans leur assiette. Justement, oui, on a une question des internautes. Quels sont vos projets pour les cantines de nos enfants? Leur garantir de bien manger, parce que c'est un droit quand même de bien se nourrir. Aujourd'hui, il est important de dire que nous avons des terres agricoles partout autour de la ville de Marseille. Ou du local. Et bien évidemment, c'est ce qu'il faut aujourd'hui essayer de promouvoir. Mais ce n'est pas que de notre raisonnement à nous. Moi, je tiens quand même à le signaler. Nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait près de 200 auditions de personnes qui tiennent à bout de bras cette ville, des experts qui sont là et qui, aujourd'hui, ont une analyse très fine de ce qu'il se passe au quotidien dans la vie des Marseillaises et des Marseillais, et qui peuvent justement apporter des solutions. Et donc, j'invite les gens à regarder le seul programme qui s'offre à eux, parce qu'en fait, aucun candidat n'a apporté de programme politique. Certaines ont commencé à essayer de montrer quelques mesures. Nous avons fait un programme de plus de 380 mesures. Et il est disponible sur le site internet sébastiendelogu2026.fr. Et franchement, si les gens qui sont qui ont un minimum envie de voir leur vie changer, allez jeter juste un coup d'œil. Vous verrez que vous allez trouver tout ce que vous pouvez pour changer et aller mieux dans votre vie, quoi. Exit à Sodexo? Oui, c'est ça. Ah ben ça, c'est terminé, c'est sûr et certain. Comment vous ferez? Parce que le printemps marseillais l'avait promis, mais c'est plus compliqué que prévu. Ah oui, ils l'ont promis, mais ils l'ont fait? Non. Ils l'ont mis sur leur programme politique et nous, on le met parce que, justement, on a une analyse très fine sur le sujet. La
la remunicipalisation des cantines est importante. Pour moi, il est clair que quand je vulgarise la politique en disant c'est les mamans des quartiers qui doivent faire à manger pour leurs enfants dans les écoles, ça veut dire qu'on veut faire des cuisines centrales qui sont en capacité justement de nourrir nos enfants et qu'on vérifie bien ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Vous connaissez le coût d'un repas à l'école ? Oui, moi je connais. Des fois, ça dépend les moyens déjà, premièrement, puisqu'il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Donc il y en a 3,50 €, 4,50 €. Ça dépend les moyens. C'est 1,83 € en tarif réduit et 3,67 € en tarif normal. Oui, je sais, je suis bien au courant, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est pas la question du coût, puisque nous, on souhaite qu'elle soit gratuite, on veut aller vers la gratuité des cantines. Mais après, effectivement, la gratuité, ça va faire en sorte qu'il y a peut-être plus d'enfants qui vont venir manger. Donc se posent les questions du taux d'encadrement. Donc nous apportons des solutions sur le taux d'encadrement, où on veut justement plus d'adultes pour encadrer nos enfants. Ce qui fait en sorte aussi de se battre contre le harcèlement, qui aujourd'hui est quelque chose de primordial dans la vie de nos enfants, et aussi des parents, il faut quand même qu'ils s'imaginent que leurs enfants sont en train de manger et ont entre 6 et 8 minutes pour manger, et puis après ils doivent partir. Normalement, on doit prendre 30 minutes pour manger tranquillement et pour qu'on puisse digérer tranquillement. Donc c'est quelque chose d'important pour nous et on le fera et on est prêt à ça. Mais 70 000 repas gratuits quotidiens, c'est un coût ? Ben oui, c'est un coût. Vous ferez comment ? Vous voulez me parler des financements ? Comment oui, je fais ? parce que vous allez devoir embaucher avec des cantines municipales. Bien sûr. Mais vous savez, c'est un choix politique. Il y a des personnes qui préfèrent prendre des sociétés de conseil, payer des millions d'euros, comme le fait le maire de Marseille, à aller demander comment on peut faire agir sur telle situation. Et moi, je suis plutôt à dire qu'il y a des Marseillaises et des Marseillais qui sont en capacité de réfléchir et pas utiliser ces sociétés de conseil. Donc du coup, vous comprenez bien que nous allons récupérer de l'argent, que nous n'allons pas gaspiller comme il le fait lui. Et puis il y a d'autres choses, les délégations de services publics qui coûtent très cher à la ville de Marseille. Et cela, nous allons arrêter. Mais il y a tant d'autres choses. Vous savez, sur les dotations européennes, nous, on a un député qui s'appelle Younous Soumarji, qui est vice-président de la Commission européenne et qui, lui, est en capacité justement de nous aiguiller sur comment on va pouvoir récupérer de l'argent au niveau de l'Union européenne, parce que quand même, nous y sommes, donc maintenant, il faut quand même s'en servir. L'Union européenne, c'est bien beau, tout le monde en parle, mais quand est-ce qu'aujourd'hui, elle agit pour la ville de Marseille ? Donc on va aller chercher, pour vulgariser les choses, le fric qu'il y a de disponible là-bas. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il y a des dotations nationales et qu'il y a des priorités aujourd'hui sur les besoins fondamentaux. Et je pense que sur l'éducation de nos enfants, sur le logement, sur les transports, sur la culture, ce sont des besoins fondamentaux et nous avons besoin de changer de vision politique. Et c'est pour cela que nous vous disons que on va faire des choix politiques. Oui, c'est vrai. Peut-être que comme l'a fait le maire de Marseille, chanter et faire du karaoké, peut-être que ça, nous, on ne le fera pas. Peut-être que les sociétés de conseil qui sont utilisées, ça, on ne va pas le faire. Peut-être que les délégations de services publics, on ne va pas le faire. Et c'est pas tout ça, c'est pas du peut-être. On ne le fera pas. C'est votre priorité numéro 1, les écoles ? Pardon ? C'est votre priorité numéro 1, les écoles, avant le logement ? J'ai envie de vous dire que le logement, pour moi, c'est important. Parce que je pense que les gens sont quand même assez au courant. J'ai vécu 1 an et demi dans la rue, donc je vous le dis très clair. Pour moi, le droit au logement, c'est un droit fondamental. Et c'est un peu ce qui gangrène notre ville avec la situation du logement indigne et du mal logement. Donc oui, il y a l'école, bien évidemment, parce que c'est un quotidien qui est ravageur. Quand on vit une mauvaise situation, si un élève est harcelé, ça amène à des suicides. Donc on fera en sorte qu'il y ait un taux d'encadrement nécessaire pour ne pas avoir de harcèlement et que les enfants mangent bien pour pas que ça pèse sur leur quotidien. Et pareil pour les parents. Si un papa ou une maman va aller au travail tranquillement sans se poser des questions sur ce qu'il se passe dans l'école de leurs enfants, s'il manque de chauffage, manque de moyens pour pouvoir éduquer leurs enfants correctement, pour nous, c'est des besoins fondamentaux, donc ça sera nos priorités. Dernière question qui concerne les écoles. Il y a une mesure qui m'a fait sourire. Dites-moi. Vous dites dans votre programme « Réduire durablement le bruit autour des écoles pour améliorer les conditions d'apprentissage en lançant l'opération 35 décibels ». Alors 35 décibels dans une rue à Marseille, vous allez me dire comment vous faites. Eh oui. Eh bien, vous savez, il y a quelque chose qui existe déjà, ça s'appelle la rue des écoles. Ouais. Et on fait en sorte de bloquer les rues aux alentours
pour que les enfants puissent s'instruire convenablement. Et donc, du coup, c'est ce que nous allons faire. Nous allons élargir cela. Et d'ailleurs, je me suis déplacé dans le 4e très récemment, où une maman me dit, il y a une rue des écoles dans le 3e, il y a une rue des écoles dans le 12e, et ici, dans le 4e, il n'y en a pas. Bon, ben, c'est une demande de la population. Et ce que nous comptons faire, c'est faire des comités populaires pour que la population puisse en fait récupérer le pouvoir. Si dans son quartier, elle estime qu'il faut faire une rue des écoles et fermer tout simplement la rue au moment où il y a école pour les enfants, ben, on le fera. Parce que c'est le peuple. Vous allez fermer beaucoup de rues à Marseille. Parce que c'est le peuple. Non, pas beaucoup de rues quand même, n'abusez pas. Mais il va faire. Oui, on va fermer quelques rues. Et c'est déjà le cas, ça a déjà commencé. Et pour le cas, c'est une bonne chose. Donc vous voyez, je ne fais pas que tirer à vue sur Benoît Payan. Ça, c'est une bonne mesure. Et puis, nous, aujourd'hui, on veut l'élargir parce qu'il y a une demande, justement, de la population. Donc c'est beau de le faire dans un quartier pour vous asseoir politiquement, mais c'est mieux de l'élargir à travers l'ensemble de la ville pour que notre devise liberté, égalité et fraternité soit respectée à l'échelle de notre ville. Une petite question sur les écoles, mais un peu plus personnelle qu'on a reçue. Dans quelle école vous êtes allé et quel souvenir vous en gardez? Alors moi j'ai été à l'école Saint-Louis-Gare, en plein cœur des quartiers nord de Marseille. J'en ai gardé des souvenirs... malheureusement du carnaval, où je m'amusais avec mes amis. Puis après, je suis allé à Saint-Louis-le-Rove, qui est une école primaire qui est dans les hauteurs de Consolat, où là, par contre, ça a été un peu plus différent, parce que j'ai eu à voir des différences qui étaient quand même dramatiques. J'ai vu des collègues à moi de l'école avoir des sacs qui n'étaient pas très très beaux ou qui étaient troués. J'ai commencé à voir cette misère sociale à ce moment-là, parce que c'était l'école publique. Et d'ailleurs, puisque je parle de ça, je suis complètement scandalisé d'entendre de plus en plus de parents dire moi, l'école publique, c'est terminé, j'envoie mes enfants et j'enverrai mes enfants dans une école privée. Je trouve ça intolérable, même si moi, j'ai été dans une école privée à un certain moment, à l'école... au collège Notre-Dame de la Vis, parce que je faisais un peu de bêtises dans mon quartier ou à l'école, et puis mes parents ils m'ont dit bon, on va te redresser, on t'envoie chez les frères de Timon David. Donc je me suis rendu là-bas plus tard. Mais j'aurais préféré continuer mon cursus scolaire dans l'école publique, et je trouve que l'État devrait donner plus de moyens dans l'école publique, et malheureusement c'est pas ce que l'on voit. Et on voit plutôt maintenant une municipalité qui donne autant aux écoles publiques qu'aux écoles privées. Et je pense qu'on devrait se focaliser sur l'école publique et redonner, si vous voulez, un second souffle à cette école publique qui est complètement en perdition, et on le voit. Et puis, il y a aussi le schéma de la carte scolaire où des enfants sont complètement enfermés. Et s'ils sont nés dans tel quartier, ils ne pourront pas faire une grande école. C'est pas vrai. Ils ne le feront pas. Ils resteront dans un schéma où ils termineront, s'ils sont allés à Saint-Louis-le-Rove comme moi, ils termineront à Arthur Rimbaud, et puis d'Arthur Rimbaud, ils termineront au lycée Nord. Voilà, c'est tout. Alors pour rebondir sur la question de Louise, est-ce que l'ascenseur social a aussi fonctionné pour certains de vos petits camarades de classe? Oui, il a fonctionné, pour beaucoup même. Ouais. Beaucoup. J'ai beaucoup d'amis à moi, d'ailleurs, qui travaillent dans les administrations de la métropole et de la ville de Marseille, qui me donnent d'ailleurs beaucoup de conseils sur quoi dire et comment agir au niveau politique. Donc je les métropole que vous souhaitez supprimer, hein? Oui, mais je souhaite supprimer la métropole, mais je souhaite récupérer la compétence. Donc tous les agents, il ne faut pas qu'ils aient peur, hein, ils seront juste sur l'autorité de la mairie de Marseille. Donc il n'y a rien qui va changer pour eux, si ce n'est plus de moyens et une possibilité de vivre dans leur travail dans de meilleures conditions. Hein. Et donc du coup, oui, voilà. Donc j'ai pas mal d'amis à moi qui ont réussi, et on le voit aussi à travers ce vivier justement dans nos quartiers, peu importe que ce soit les quartiers nord, les quartiers sud, les quartiers est ou le centre. Nous avons un vivier de personnalités qui aujourd'hui n'a pas les moyens de pouvoir parfois devenir quelqu'un, s'émanciper et puis se prendre en main, parce que complètement enfermés dans leur quartier, très souvent par rapport déjà même au transport. C'est pour ça que nous appelons au doublement des transports dans la ville de Marseille, pour que les gens du sud et du nord et de l'est et du centre puissent
se voir, se connaître, parler, et puis que ce sera plus facile d'aller peut-être à l'opéra ou d'aller peut-être à la Valentine. Là, c'est le parcours du combattant, vous le voyez très bien, tout le monde le sait. Et puis voilà. On va parler un peu de politique. La France insoumise est attaquée régulièrement sur la question de l'antisémitisme. Comprenez-vous que certaines de vos positions puissent inquiéter la communauté juive de Marseille? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, nous avons une personne qui est de religion juive sur nos listes, elle est tête de liste, et puis elle est très fière, mais elle est comme nous, elle est anticoloniale, et puis elle est là pour se battre contre cette guerre, et elle est là pour la paix. Donc non, je suis quand même extrêmement fier de cela. Vous condamnez l'antisémitisme? Mais bien sûr, mais, clairement. Mais monsieur, franchement, c'est une question qui est quand même qui se pose, qui s'est posée, voilà, qui s'est posée. Non, elle ne s'est pas posée. Elle s'est posée sur une catégorie de personnes qui est là pour attiser la haine. Nous, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis le député de tous les Marseillaises et tous les Marseillais, je serai le maire de tous les Marseillaises et les Marseillais. Il est hors de question aujourd'hui de prôner quelconque racisme, puisque c'est mon combat premier. Donc je me bats contre toutes les formes de racisme. Maintenant, je suis désolé de vous le dire, et ça j'assume, hein, vous le savez très bien, j'ai été en première ligne dans cette bataille, je le serai d'ailleurs toujours, et que ça soit pour la Palestine, que ça soit pour le Yémen, le Congo ou n'importe où, à chaque fois qu'il y aura un génocide en cours, que les plus hautes instances publiques et politiques comme l'ONU mettent un point sur le fait qu'il y a un risque génocidaire ou un génocide en cours, je serai là pour ces gens-là. Et on peut me dire, oui, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, ou c'est je ne sais pas où, à combien de kilomètres, qu'est-ce que tu t'en fous, occupe-toi des Marseillaises et des Marseillais, occupe-toi des Françaises et des Français. Mais quand la France vend des armes ou vend des composants d'armement qui servent à génocider un peuple, mon devoir est d'alerter, mon devoir est de stopper ce qu'il se passe, parce que il faut quand même que les gens en soient conscients. Quand il y a une extrême droite qui est grandissante, notamment chez le gouvernement d'extrême droite israélien avec Benjamin Netanyahou, nous devons aujourd'hui de faire attention que ça n'arrive pas dans notre pays. Parce que sinon, les prochains, c'est nous. Mais est-ce que vous regrettez certaines de vos interventions publiques, un mot, une vidéo? Est-ce que vous avez dit parfois... Mais dites-moi je ne sais pas, est-ce que parfois vous avez dit j'ai été un peu trop loin, le drapeau palestinien... mais le drapeau, je le regrette absolument pas. Vous ne le regrettez pas? Absolument pas. Mais vous vous rendez compte quand même que l'ensemble des gens qui se trouvent à gauche font semblant de s'occuper de ce problème, mais personne n'a rien dit. Jamais personne n'a rien fait. J'ai toujours été en première ligne. J'assume d'être cette personne qui est justement en première ligne et qui d'ailleurs s'en prend plein la figure sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de vous dire, moi je m'en fous de ma personne. Ma personne ne m'importe peu parce que je suis assez, on va dire, j'ai le cuir épais. Allez, voilà. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de mettre la lumière sur ce qu'il se passait là-bas. C'était de mettre la lumière sur la complicité de la France avec ce génocide. Il fallait que notre gouvernement, nos ministres prennent parti et expriment leur ressenti sur une situation. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, je n'ai pas fermé les yeux sur ça, et je n'ai pas fermé les yeux sur ce qu'il se passe aussi en France, et sur ce qu'il se passe aussi à Marseille. Donc on ne peut pas aujourd'hui me jeter une pierre. Moi, je suis celui qui, aujourd'hui, dès qu'il y a une discrimination, dès qu'il y a une injustice, qu'elle soit sociale ou peu importe, je suis là. Et je serai toujours là. Et je défendrai une vieille mamie italienne dans les Hauts de l'Estaque comme une personne juive qui se trouve, je ne sais pas, dans quel arrondissement de Marseille. Je le ferai sans problème. Donc si un drapeau israélien avait été brandi par quelqu'un de la France insoumise le lendemain du 7 octobre, vous auriez trouvé ça normal? Bien sûr. À l'hémicycle. Ben, je vous dis bien sûr, parce qu'il y a eu un attentat, comme on a pu le voir, mais après, il ne faut pas oublier l'antériorité de ce combat. Il ne faut pas oublier qu'avant cela, oui, je comprends encore qu'on veuille me ramener dans ce style de sujet. Non, c'est pour l'équilibre, il y a quand même une colonisation d'un peuple qui aujourd'hui, et on leur dit carrément, bon, allez-vous-en, ici c'est chez nous. Trump qui dit qu'on va faire, qui va faire carrément des villas sur Gaza. Mais on est où en fait? Et si demain ça arrive chez vous, monsieur, vous allez faire quoi? Vous allez vous insurger de cette situation, vous allez vous défendre, vous allez essayer de faire quelque chose. Bon, après, que ça soit bien fait ou mal fait, c'est pas à moi de le juger. Moi, je m'en remets toujours aux plus hautes instances publiques et politiques. Et donc, du coup, je m'en remets à ce que dit l'ONU. Et donc, je laisse faire ces instances-là, mais par contre,
je suis ma ligne qui est la mienne, c'est-à-dire que dès qu'eux, ils sont en train de nous expliquer qu'il y a un risque génocidaire, j'interviens. Mais si vous le voulez bien, on est quand même en campagne municipale. Tout à fait. J'aimerais quand même qu'on parle de Marseille. On va en parler. Alors juste, on a énormément de messages, c'est pour ça que je vous les transmets sur notre TikTok Live par rapport à l'enquête du Canard enchaîné. Oui. Et votre nom apparaît donc dans cette enquête. Est-ce que vous pouvez vous exprimer dessus? Peut-être Olivier, tu avais aussi... Oui, parce qu'on parle beaucoup d'exemplarité en politique, mais il y a un parfum judiciaire qui accompagne tout de même cette campagne électorale à Marseille. Alors, nous en parlions tout à l'heure, une enquête a été ouverte par le parquet sur la Société publique des écoles marseillaises dirigée par Benoît Payan. Mais 3 autres candidats sont aussi dans le viseur de la justice. Franck Alizio pour détournement de biens publics, Martine Vassal pour détournement de fonds publics, trafic d'influence et corruption. Et vous, pour recel de vol, vous serez d'ailleurs jugé en juin devant le tribunal. Voilà. Et cette affaire du Canard enchaîné, recel de vol, je suis quand même lanceur d'alerte dans cette histoire. Voilà, mais je vais vous en parler. Voilà. Et cette affaire du Canard enchaîné, vous êtes cité par nos confrères dans une enquête liée au narcotrafic. Est-ce que vous pouvez effectivement répondre à ça? Parce que ça revient énormément. Ouais. Oui, c'est normal, ça fait l'actualité. C'est le contre-feu qui est en train d'utiliser le Parti socialiste parce qu'ils sont aujourd'hui ciblés par une enquête de Blast et qui aujourd'hui met en lumière ce qu'il ne va pas à la ville de Marseille. Et donc d'ailleurs, je vous ai pas entendu le citer, Benoît Payan, dans les problèmes qui aujourd'hui sont les siens. J'ai dit au tout début que c'était lui qui dirigeait la Société publique des écoles marseillaises. Et vous verrez que ça sera une saga que vous allez suivre et qui va encore continuer parce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses qui seront dites sur cela. Moi, ce qui m'intéresse de vous dire, c'est que c'est ignoble ce qu'il se dit et ce qu'il se fait autour de ma personne. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est un contre-feu parce que je suis en train, depuis plusieurs semaines, en train de parler, par exemple, de l'opération Trident, qui a fait en sorte que de la drogue soit commandée de la Colombie vers Marseille et que la drogue aurait disparu, que l'argent aurait été caché dans les commissariats et que personne ne soit inquiété. Donc j'ai mis le doigt dessus, le ministre l'a reconnu et une enquête est en cours et donc du coup je suis content de dénoncer cela. Puis, vous le savez très bien, depuis 2 ans, depuis l'enquête Marseille en grand, dont nous sommes contre, nous avons appelé ça Marseille en vrai, une enquête populaire qui a amené à ce que je dénonce de la corruption dans cette ville. Ben voilà. Et cette notion d'exemplarité? On m'attaque. Voilà ce qu'on fait. Mais c'est ignoble ce qu'il se passe. C'est ignoble. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part voir des personnes faire un contre-feu et de l'autre côté, comprendre qu'il y a toujours un système politique et médiatique qui essaye toujours de me salir. Moi, je le dis franchement, et je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Ils inventeront, ils vont calomnier, me diffamer, mentir, toujours sur ma personne. Mais pourquoi ils font ça? Parce que je leur fais peur. Vous savez pourquoi je leur fais peur? Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que notre programme politique va amener à ce qu'on dégage définitivement ce système corrompu qui organise la précarité dans notre ville et dans notre pays. Et ce système corrompu, il a raison d'avoir peur. Et pour me faire taire, il va falloir qu'ils en fassent. Parce qu'ils en ont fait, vous l'avez vu, vous le voyez. Et il y a quelques idiots, et qui se comptent par centaines, peut-être centaines de milliers, qui sont là à m'insulter tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais allez-y, pendant ce temps-là, moi, vous savez, nous, on a travaillé avec la France Insoumise, on a un programme politique, donc je suis disponible. Et d'ailleurs, on ne les voit absolument pas quand il faut parler programme politique, quand il faut parler de résoudre les problèmes des Marseillaises et des Marseillais. On ne les voit pas. Ils n'ont pas de programme, premièrement, pardonnez-moi, mademoiselle. Ils n'ont pas de programme, premièrement, et ils n'ont absolument pas envie de parler programme. Et pour rassurer vos électeurs, pour les Marseillais, aucun lien avec la DZ Mafia franchement. Mais c'est les questions qu'ils nous Faites-moi posent. rire. Mais madame, alors, je vais vous poser une question. Je suis Sébastien Delogu, vous le savez, vous me connaissez très bien. Si j'avais un lien avec quiconque, si j'avais soi-disant reçu des colis chez moi, mon domicile, si j'avais échangé avec des narcotrafiquants, vous ne pensez pas que je serais au Beaumet actuellement? Non mais, vous rigolez ou quoi?
Ils sont venus me perquisitionner à mon domicile parce que j'ai dit qu'il y avait un problème avec des détournements de fonds publics, de la triche à la sécurité sociale, à l'URSSAF. Ils sont venus chez moi et m'ont dit « Est-ce que vous avez de la drogue, des armes, votre IPTV, etc. etc. » Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez moi ? Mais moi, ils n'ont rien trouvé. Par contre, tous les autres, quand ils se font perquisitionner, on retrouve des 200 000 euros, de la drogue dans la voiture de leur chauffeur, etc., etc. Moi, madame, je vous le dis honnêtement, avec les moyens qui ont été mis sur le narcotrafic, sur la lutte contre le narcotrafic, et ils ont eu raison de mettre ces moyens-là, avec tous les moyens qu'ils ont mis, si ils auraient vu mon nom, il y a longtemps que j'aurais été derrière les barreaux. Donc maintenant, d'entendre un flic parler à un journaliste, puis un journaliste parler à un tel... Oui, les ragots, vous savez, moi j'en entends toute la journée. En tout cas, moi je suis propre, et tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis là pour résoudre le problème des Marseillaises et des Marseillais. Bon, et ils ont peur que ce système tombe, et donc du coup, ils m'accusent. Mais franchement, honnêtement, c'est vrai que ça m'atteint, parfois. Je ne vais pas vous cacher, parce que je me dis, mais en fait, ils n'ont que ça à faire, ces gens. Moi, je n'ai pas envie de faire une politique de caniveau. Nous, on a des hommes et des femmes qui sont experts sur le sujet, et expertes sur le sujet, sur des thèmes, le logement, les transports, sur les finances, justement. Et on ne les entend pas parler de programme, parce qu'ils veulent que le niveau politique reste très bas, pour continuer à diviser les populations. Et moi, je ne veux pas être le maire qui divise Marseille. Je veux être le maire de tous les Marseillaises et tous les Marseillais. Je veux être le maire de tout le monde. Et je ferai en sorte d'être le maire de tout le monde. Ouais, et ça passe par faire tomber ce système. Et pour conclure la convocation au mois de juin devant le tribunal correctionnel, ça ne vous effraie pas plus que ça? Mais voilà. Non, parce que je vais vous dire, monsieur, regardez, par exemple, j'ai reçu une amende pour avoir brandi le drapeau de la Palestine. Donc, moi, je prends ça comme une médaille. Et je vous le dis honnêtement, parce que j'ai dénoncé un génocide. J'ai pris une amende pour combattre les personnes qui se trouvaient dans l'Assemblée nationale, qui étaient des représentants de l'OAS, qui voulaient faire tomber les accords franco-algériens. Bon, ok, je suis fier de cela. Une deuxième médaille. Et puis si c'est de lancer l'alerte sur une personne qui est en train de précariser encore plus une population et qui a aussi en parallèle, si vous voulez, parce que quand vous êtes à la gare, que les poubelles ne sont pas changées, qu'il y a des tas d'ordures dans la ville de Marseille, dans les métros, dans les gares, moi je ne suis pas pour qu'on regarde Marseille comme une ville sale. Je veux qu'on résoudre les problèmes. Et donc ça, c'était un problème. Une personne qui, aujourd'hui, était en train de prendre cet argent-là et qui voulait faire autre chose avec. Alors, je mets les gens face à leurs responsabilités. Et parfois, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas dans la légalité. Et c'est comme la réquisition des logements vides. Ça sera peut-être pas légal parce que le juge va nous dire, ou l'administration va nous dire que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, en étant maire de Marseille, on a un pouvoir de police et je mettrai en place tous les pouvoirs pour justement réquisitionner les logements vides et faire en sorte que les Marseillaises et les Marseillais ne vivent pas dans la rue. Il y en a plus de 16 000 et je ne peux pas laisser faire cela. On va parler des logements. Avant cela, la sécurité. Autre thème qui est au cœur de cette campagne des municipales. Dans votre programme, vous parlez plutôt de tranquillité publique, avec 18 mesures. Et quand on parle de sécurité, il y a un débat qui reste vif, celui du port d'armes létales par les policiers municipaux. Alors, vous y étiez contre, comme la maire de Paris ou le maire de Grenoble, mais aujourd'hui, on n'est plus très sûr. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, mais attendez. Vous êtes plutôt... Vous êtes moi, je ne me présente pas à la candidature de Marseille. Moi, je suis pour faire en sorte qu'il y ait une police de proximité omniprésente dans la ville. Donc, je n'ai pas envie, par exemple, d'avoir une caméra à la place d'un policier. Je préfère avoir un agent et pouvoir lui parler, pouvoir tisser des liens avec lui. S'il y a une voiture qui est mal garée, faire en sorte que je l'interpelle, lui dire « Monsieur l'agent, faites quelque chose parce qu'on n'arrive pas à circuler ». Quand il y a une personne qui se fasse agresser dans la rue, qu'elle puisse tourner sa tête et voir un agent de police. Et face à des braqueurs armés, si des policiers municipaux tombent sur des braqueurs armés... La police nationale est là pour ça. Donc, moi, c'est bien beau. Je suis député de gauche, on dit qu'on est des anti-police, blablabla, blablabla. Mais en attendant, moi, j'ai déposé des amendements à l'Assemblée nationale qui donnaient des moyens supplémentaires à la police judiciaire, à la GIRS, pour justement qu'on aille combattre cette criminalité organisée.
ça a été refusé parce que main dans la main, le Rassemblement national et la droite ont dit non, on n'en veut pas. Donc, à un moment donné, il faut être très sérieux. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut mettre plus de moyens à la police nationale et donc du coup avoir plus de policiers nationaux, mais il faut une police de proximité, non armée, pour qu'elle puisse être tranquille, être là, tisser du lien, prévenir des conflits, des risques dans son quartier, mais surtout retisser du lien. Moi, je ne supporte plus de voir ces hommes et ces femmes qui, aujourd'hui, sont montrés du doigt par une population qui est en grande souffrance et qui, quand elle veut se révolter, a face à elle un policier armé. J'aimerais bien qu'il y ait des personnes pour discuter avec eux et faire ressortir justement ce qu'il ne va pas de cette population pour être le lien entre les administrations et la population. C'est important. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons refonder effectivement la police municipale. Et je termine sur ça, nous souhaitons faire des brigades municipales par secteur, comme ça au moins chacun aura sa brigade. Et ce n'est pas 10 policiers la nuit présents sur l'ensemble de la ville. Ça sera une brigade municipale jour et nuit dans la ville qui sera présente pour répondre aux problèmes des incivilités du quotidien des Marseillaises et des Marseillais. Avec des tasers et tout le monde s'irait mieux. Je ne rentrerai pas dans ces détails, vous me cherchez là-dedans. Mais pas d'armes létales. Vous avez compris, je vous ai déjà répondu. Sur ce sujet, vous avez déjà un petit peu répondu. Voilà, on a une question de Gilles de Venelle. Comment conciliez-vous vos propos parfois critiques envers la police nationale avec la nécessité de travailler avec toutes les forces de sécurité pour protéger les Marseillais? Mais moi, j'ai des propos forts quand il faut les avoir. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas, moi je sais très bien que la police, parfois, c'est le dernier rempart de la République. Mais malheureusement, ça l'est aussi par rapport aux centres sociaux. Et je les mets sur la même échelle. Les centres sociaux, c'est aussi le dernier rempart de la République. Quand vous avez des quartiers qui sont complètement abandonnés, où il n'y a même pas de poste, même pas de pharmacie, même pas de médecin, il n'y a même pas de gymnase pour que les gens puissent faire du sport et où il n'y a rien. Bon, ben, je comprends très bien. Et puis quand il y a un problème, ben, c'est la police qui est là. Bon, ben écoutez, vous m'avez entendu, malheureusement, il y a eu des choses qui ont été dites où j'ai dit oui, la police a tué le frère d'Assa Traoré. Bon, ben oui, mais qui va dire le contraire? C'est la justice qui l'a dit, c'est pas moi. Donc j'ai le droit de dire que la police a tué le frère d'Assa Traoré. Et puis quand on manifeste, on a besoin d'avoir une police qui encadre et qui nous sécurise. Pas qui nous matraque et qui aujourd'hui crève des yeux, comme ça l'a été avec les Gilets jaunes. On a besoin d'avoir une police qui, en fait, fait partie intégrante de la population. Et vous comprenez que la phrase puisse choquer les policiers qui travaillent sur le terrain. Voilà, la phrase. Mais moi, il n'y a aucun policier qui est venu me voir pour me dire ça me choque. Hein. Moi, je dis, dis-moi le contraire. Parce qu'il y a des tas d'exemples. Et je peux vous en sortir, je ne sais pas, moi, 60. Donc, franchement, excusez-moi, mais c'est factuel. Voilà. Et puis après, j'ai vu le candidat RN dire « Oui, je dépose un article 40 ». Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la justice qui a dit que la police a tué le frère d'Assa Traoré. Je fais quoi? Et puis après, je ne suis pas là pour jeter la pierre sur un policier. Un policier lui-même, je parle du fonctionnement. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand je critique les EHPAD, où je dis qu'ils maltraitent nos aînés parce qu'il y a de la maltraitance dans les EHPAD, je ne critique pas le personnel qui aujourd'hui font ce qu'ils peuvent pour prendre soin de nos anciens. Mais je suis en train de critiquer un fonctionnement. Et pour la police, c'est pareil. Je ne vise pas ces hommes et ces femmes qui sont comme moi. Il n'y a pas photo sur cela. Alors, autre point que vous remettez en question, la vidéosurveillance. Vous parlez de gestion technopolicière en affirmant que la vidéosurveillance ne permet d'élucider que à peu près 2,4% des affaires, c'est ce que vous dites dans votre programme. Vous allez stopper leur développement si vous êtes élu maire de la ville? Alors, déjà, tout d'abord, ce n'est pas dit que dans mon programme, puisque c'est une enquête qui a été commandée par la gendarmerie qui dit qu'il y a 22 enquêtes élucidées sur à peu près 2000. Donc, excusez-moi de vous dire, moi je me réfère à quelque chose de factuel. C'est une étude qui date de 2021, effectivement, qui était le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose de factuel. Nous sommes d'accord. Et donc, quand je me pose la question, donc à quoi sert une caméra? Si c'est pour faire élucider 22 cas sur 2000, tant qu'à faire, j'embauche des agents. Et puis, combien ça coûte? Ok, d'accord, j'entends le maire de Marseille dire on va mettre 500 caméras. Le candidat RN dire on va mettre 500 caméras, c'est quand même 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, moi je mets 300 agents sur le terrain.
Mais je vais vous donner un exemple. Il y a eu un braquage d'une bijouterie il y a 3 jours du côté de Saint-Victor. Et c'est la vidéosurveillance qui a permis aux policiers municipaux de suivre le trajet des braqueurs et qui a permis leur arrestation. Très bien, ils font partie des 22 cas sur 2000. Voilà, mais ça fonctionne. Mais très bien, c'est 22 cas sur 2000. Donc il fait partie de ces 22 cas sur 2000. Donc ça vous suffit. Mais non, on restera avec le nombre de caméras qui sont. Les caméras sont installées. Je vais pas vous ne les démontez pas. Je ne vais pas les débrancher. Mais moi, ce que je veux, c'est des gens sur le terrain. Et je ne suis pas le seul à le demander. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les collectifs, les personnes qui sont dans ces quartiers, qui sont au centre-ville et qui nous expliquent qu'ils ont envie de voir une police de proximité qui est là. Et qui, d'ailleurs, a été supprimée par Sarkozy. Donc c'est la droite qui supprime, qui enlève les moyens à notre police, et puis après, quand les trafics et les réseaux gangrènent notre ville, ils viennent vous dire « Ah, on va rajouter de la police ». Non mais vous vous foutez de qui, en fait? Vous vous foutez de qui? Vous comptez ouvrir des commissariats municipaux dans les quartiers, dans tous les quartiers? Bien sûr, parce qu'on veut une police de proximité. Donc on veut pouvoir interpeller un agent de police qui soit proche de chez soi et qui soit je ne sais pas où. C'est comme ça qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'on doit être à un quart d'heure de chez soi, on peut aller se cultiver, aller à un endroit dans les services publics, aller voir un policier, etc., etc. C'est pour ça que nous appelons ça la ville du quart d'heure. C'est un peu peut-être vulgarisé, mais c'est cela. Une petite question alors, qui n'est pas dans le même sujet, mais qui arrive. Donc c'est au sujet de votre position par rapport à la dépénalisation du cannabis. Mais votre question, elle n'est pas écrite. Vous l'avez déjà imprimée, donc c'est une question... Alors on a un QR code, on a eu des questions. Des questions qui arrivent. Un petit peu avant. On a les deux en fait. Ok. Êtes-vous toujours dans cette optique? Mais bien sûr que oui. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne passe pas par le volet sanitaire, nous n'arriverons pas à régler la solution de l'utilisation des drogues à Marseille. C'est pour cela que depuis le début de mon mandat, j'essaye de parler de la HSA, un centre où les personnes qui se droguent vont pouvoir venir et être suivies par un médecin pour pouvoir être accompagnées, pour sortir de cet endoctrinement. Et puis, il y a aussi le cannabis, quelque chose qui est extrêmement important. Je n'ai jamais vu de ministre de la Santé se déplacer. J'ai toujours vu des ministres qui sont arrivés, des ministres de l'Intérieur, des ministres de la Justice, donner toujours plus de policiers, toujours plus de répression à nos quartiers, mais je n'ai jamais vu la situation évoluer. Au contraire, elle s'est aggravée. Et on va pouvoir dire, oui, mais il y a moins de points de deal à tel endroit, mais d'accord, mais maintenant, ils vous livrent le cannabis à votre domicile. C'est la cocaïne qui a inondé le marché aujourd'hui. Et pareil, avec la cocaïne. Donc, il est grand temps d'utiliser le volet sanitaire, comme ça l'a été fait d'ailleurs en Europe, autour de nous, notamment au Portugal, où il y a eu une régression importante de la consommation de drogue, parce que nous avons mis des médecins derrière chaque personne qui était malade. Et ces personnes qui, aujourd'hui, fument ou se droguent, ben, c'est des personnes malades. Et il y en a d'ailleurs de partout dans le monde politique, et ce sont des personnes malades. Voilà. Et il faut qu'ils soient soignés. C'est important. On va parler du logement. 40 000 logements du parc privé au public sont considérés comme indignes à Marseille. Les bailleurs et syndics sont régulièrement d'ailleurs pointés du doigt. C'est un chantier immense à Marseille. Comment comptez-vous y remédier ? Déjà, premièrement, nous avons pour projet de faire des comités populaires sur l'habitat. Pourquoi ? Parce que, nous le savons tous, toutes et tous, à Marseille, le logement est une priorité quasi nationale, avec les effondrements de la rue de Bagne qui ont donné lieu à la naissance de collectifs divers et variés, et à montrer que nous avons un peuple ici à Marseille en souffrance sur le fait d'avoir des logements indignes, que ce soit des moisissures, de la perte d'énergie parce que les fenêtres, il y a de l'air qui passe, etc. Mais aussi sur des immeubles qui sont gérés par des bailleurs et qui ne sont absolument pas entretenus, et après par des copropriétés ultra dégradées dont les annonces et surannoncent, mais il n'y a rien qui a évolué depuis d'ailleurs que je suis député de la Nation. Alors nous
nous demandons au peuple marseillais de nous donner les moyens d'agir. Et comment nous allons agir? Nous allons faire déjà une brigade municipale, une brigade du logement qui sera attenant à justement ces comités populaires de l'habitat et qui vont pouvoir agir. C'est-à-dire quand un bailleur ne fait pas ses travaux dans des HLM, nous allons aller obliger le bailleur à faire ses travaux, que ce soit des marchands de sommeil, que ce soit des bailleurs sociaux. Hier, je me suis rendu dans le 8e, dans un quartier où le bailleur social, 13 habitats, ne fait pas les travaux pour les locataires. Et les locataires, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? J'ai vu une dame, Josiane, 86 ans, qui me dit, moi, il y a des rats de partout ici, ils ne font pas la dératisation, et du coup, ils rentrent chez moi, et ils sont en train de manger tout ce qu'il y a chez moi. Premièrement. Deuxièmement, une autre femme m'explique, et donc je suis allé chez elle, que tout est moisi, que la VMC ne fonctionne pas, et que la moisissure est dans les murs, elle est partout, et qu'il faut tout détruire, parce que s'ils ne détruisent pas tout, en fait, ils vont vivre et ils auront contracté des maladies, ce qu'elle me dit, qu'elle a contracté elle-même une maladie, puis sa fille, qui est devenue asthmatique, et qui doit maintenant vivre avec un masque pour pouvoir s'oxygéner. Donc, croyez-moi, aujourd'hui, nous, si nous faisons une brigade du logement, nous allons obliger ces bailleurs à faire la rénovation de ces logements. Nous allons nous battre contre ces marchands de sommeil qui profitent d'une misère grandissante dans notre ville et nous mettrons les moyens nécessaires pour réquisitionner les logements vides, notamment des personnes qui... Je ne parle pas des petits propriétaires qui ont un appartement ou... non, je parle des fonds de pension, comme par exemple ça l'est dans la rue de la République, où il y a énormément de logements qui sont vides. Nous les réquisitionnerons et nous mettrons justement ces gens qui sont en souffrance dans ces appartements et nous les mettrons à l'intérieur et nous obligerons le bailleur à rénover et après, les personnes pourront ou reprendre leur place ou il y aura d'autres personnes qui viendront. Il y a quand même 50 000 personnes qui sont en attente d'un logement social et il y a 57 000 logements qui sont vides à Marseille. C'est inacceptable. Vous devrez travailler avec le préfet pour cela. Bon, on doit travailler avec le préfet, oui. Pour les réquisitions. Oui. Ça, c'est ce que... Aujourd'hui, c'est normalement, si la loi nous le permet, c'est pour ça que j'ai fait un texte de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale. Dès qu'il nous le permet, on fera le nécessaire avec le préfet. Mais moi, je ne vais pas attendre que le préfet me donne l'autorisation pour le faire. Non, vous allez lister les gros propriétaires, vous parliez de la rue de la République, donc lister les gros propriétaires. Mais ça, c'est des fonds de pension, on ne sait même pas à qui ça appartient. Et justement, donc, pour les attaquer, c'est compliqué. Je vais être maire de Marseille dans un mois et demi, et rendez-vous compte qu'il y a une rue entière où il y a des milliers d'appartements qui sont vides depuis à peu près 15 ans, depuis 2013, et je vais laisser ça, alors que j'ai des femmes avec des enfants dans la rue. Ça, pour moi, c'est une urgence absolue et je dois le régler tout de suite. Je ne détournerai pas le regard sur des droits fondamentaux qui, aujourd'hui, sont le droit au logement, l'éducation, le fait de se nourrir et de boire correctement. Je ne détournerai pas le regard. Du temps. Vous parliez de fonds de pension, ils ont des batteries d'avocats, vous allez vous retrouver devant les tribunaux, ça va prendre du temps. Oui, ça va leur long. prendre du temps à eux. Moi, en tout cas, j'aurais réglé le problème de cette maman avec ses enfants à la rue. Ou j'aurais réglé le problème des santé des Marseillaises et des Marseillais. Ils sont en train de se faire empoisonnés par des marchands de sommeil ou par des bailleurs sociaux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire rénover les logements. Ça suffit en fait. Ça suffit de devoir voir des gens qui sont dans une situation dramatique, dans une gamberge permanente, qui parfois amène à de la violence. Parce que toute cette violence, les gens la vivent. Et puis ils la gardent en eux, et puis ils sortent de chez eux. Des fois, parfois, je sais pas moi, ils ont une conduite qui est un peu, qui est pas bonne, et puis ça donne des incivilités. Et puis ils font sortir leur violence comme ils le feront sortir. Je sais pas, je peux tout imaginer, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette violence-là, on va y mettre fin, tout simplement. Vous êtes aussi pour l'encadrement des loyers. Il sera défini quoi? Par quartier, par taille, par type de logement? Comment vous allez fonctionner? Ça, c'est plutôt par mètre carré. Parce que figurez-vous que vous avez des logements qui sont dans certains secteurs. Et le 90 mètres carrés, il fait, je ne sais pas moi, 800 € dans un secteur et dans un autre, il fait 2000 €. Donc ça, pour moi, c'est inacceptable. Nous ferons l'encadrement des loyers, mais ça sera au comité populaire de l'habitat à définir cela. Parce que nous sommes là pour faire dégager tout un système et ramener le pouvoir au peuple pour qu'il puisse diriger sa ville. Et donc, c'est au peuple à choisir aussi comment l'action politique que nous devons mener doit se faire, tout simplement. Alors, nous avons une question
Question écrite ou question... Question en direct. Que pensez-vous du ralliement d'Amine Kessassi à Benoît Payan? Vous savez, je vais vous dire, les problèmes de personnes et les personnes ne m'intéressent absolument pas. Sinon, je vous parlerai de moi toute la journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail. Amine Kessassi est censé apporter un travail sur le narcotrafic. Bon, ben, nous, on a présenté Mohamed Ben Saada. Mohamed Ben Saada, il est candidat tête de liste dans la mairie du 13 et 14e arrondissement. Et ça fait 20 ans qu'il travaille sur les questions de narcotrafic, sur la légalisation du cannabis, sur le fait de ramener une police de proximité dans nos quartiers, parce que depuis que Sarkozy l'a supprimé, ben, c'est une montée des trafics dans nos quartiers. Et pour moi, c'est la figure marseillaise sur ce sujet. Ce n'est pas Amine Kessassi. Voilà. La taxe foncière, elle augmentera si vous êtes élu? Non, elle baissera. Elle baissera? Oui, elle baissera. D'accord. Je réponds du tac au tac. Très bien, très bien. C'est bien le oui ou non et les réponses courtes. On parlait d'Amine Kessassi. Non, mais c'est bien parce que tout le monde nous dit à chaque fois, vous allez rajouter des taxes. Oui, c'est la France insoumise, c'est plus de taxes. Ouais. Non, messieurs, dames, d'accord. Vous vous engagez, vous baisserez. Nous sommes engagés à la baisser. À la baisser. Si l'union des droites se met en place entre les deux tours, est-ce qu'il y aura une union des gauches? Mais l'union à gauche, elle est obligatoire, monsieur. Elle est obligatoire. Par contre, le maire de Marseille est le premier à être sorti à dire qu'il n'y aura pas d'union ni au premier tour ni au second tour. Ils l'ont dit aussi par le biais de leur représentant national avec la France insoumise, ni à travers un programme, ni à travers des personnes. Bon, ben alors je vais les attendre. Mais comment vous allez faire pour vous entendre avec Benoît Payan? Ben, j'arrive devant le 15 mars et puis je lui dis, si tu veux, tu peux venir, voilà. Et vous? Je te mets adjoint. D'accord. Question à ce sujet. Pardon. Vas-y, Louise. Du coup, vous assumez le risque de faire monter le Rassemblement national? Mais il n'y a aucun risque de faire monter le Rassemblement national. À l'élection précédente, il y avait 3 listes à gauche. C'est la gauche qui a gagné la mairie de Marseille. C'est un peu comme une primaire à gauche, le premier tour. Voilà, celui qui arrive en tête, il ouvre la porte ou non. J'ai entendu que Benoît Payan ne le souhaitait pas, donc vous n'avez qu'une seule chose à faire si vous voulez faire reculer le Front National, c'est voter pour la liste Marseille Fière et Populaire, qui d'ailleurs a anticipé et a commencé à rassembler. Sur nos listes, dans le 15e et 16e arrondissement, nous avons des communistes, nous avons des personnes de Génération, nous avons des personnes d'Europe Écologie Les Verts, qui ont donc monté un collectif. C'est 80 militants qui sont partis, qui ont créé le collectif Vaille, et à l'échelle de la ville, c'est pareil. Donc moi, je suis aujourd'hui, je peux dire que c'est moi le rassemblement de la gauche à Marseille. J'ai aucun scrupule à le dire. Bon, et eux, c'est plutôt le vieux Parti socialiste, les vieilles méthodes, et ils continuent dans la précarisation d'une population ici à Marseille, dans l'organisation de la précarisation à Marseille. Bon, prenons l'hypothèse où Benoît Payan arrive en tête. Comment vous ferez au second tour? Allez lui poser la question. Je lui poserai la semaine prochaine la question, mais là je vous pose, c'est vous qui êtes devant moi. Qu'est-ce que vous ferez? Moi, monsieur, quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais, au grand jamais, ni la droite, ni encore moins l'extrême droite, diriger cette ville. D'accord? Ça, c'est clair et net. Nous avons proposé de faire une union. Tout le monde nous a fermé la porte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous, on est les seuls à s'être retournés et à se dire, on va travailler sur un programme, on va travailler sur rassembler des personnalités. Vous l'avez vu avec Sébastien Barle, qui est l'ancienne figure écologiste à Marseille, candidat à la mairie de Marseille, la dernière municipale, qui nous a rejoints. Bon, c'est pas rien quand même, vous pouvez quand même le surligner. Et puis moi, je suis pas Sébastien Delogu, je suis un collectif. Je fais partie intégrante d'un collectif. Alors justement, que pense Jean-Luc Mélenchon de cette situation marseillaise et des relations un peu compliquées avec Benoît Payan? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous conseille, Jean-Luc Mélenchon? Monsieur Mélenchon, je l'ai très régulièrement au téléphone et il est très content de ce qu'il se passe. Rendez-vous compte quand même que nous avons aux élections municipales précédentes que 3 ans d'existence avec la France insoumise et que nous sommes arrivés pratiquement à tête à gauche à toutes les élections ici à Marseille et on aurait cru de ne pas, comme c'était dirigé par le Parti socialiste, ne pas pouvoir candidater alors qu'on arrive en tête dans toutes les élections à gauche et que le Parti socialiste fait entre 2 et 4%. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, on existe et il y a des gens qui ont voté pour un programme qui est le nôtre, un programme de rupture dont nous avons envie de le montrer toujours plus à la population pour qu'ils comprennent quelle est notre vision politique pour Marseille et pour ce pays. Et donc du coup, Mélenchon sera
sera présent très prochainement pour un très très grand meeting qui se tiendra à Marseille. Et vous lui poserez la question, je pense. Nous lui poserons la question. Vous parlez de votre programme. Est-ce que vous avez chiffré toutes ces mesures, ces 379 mesures? Je vous ai parlé, nous avons chiffré des mesures sur court terme, moyen terme et long terme, parce que bien évidemment, toutes ces mesures ne pourront pas s'effectuer dans un mandat, et il faut être honnête pour le dire. Moi, je n'ai pas envie d'être vu après, dans 10 ans ou dans 20 ans, comme un politique, comme tous les autres, où il a menti, il a volé, c'est un manipulateur, comme tout le monde. Je n'ai pas envie de ça. Nous, justement, on a eu comme raisonnement de dire que limite, c'était tous les mêmes, que de toute manière, c'était des promesses qui ne tiendraient pas. Et donc, du coup, on a créé un programme pour vraiment répondre aux attentes des Marseillaises et des Marseillais. Et donc, à court terme, il y a des choses que nous allons pouvoir faire tout de suite, et à long terme, et puis à moyen terme, et puis à long terme. Et c'est bien décrit dans notre programme. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez des dotations européennes, vous avez des dotations nationales, et c'est à nous de donner donc nos priorités. Je vous en ai parlé juste avant sur les besoins fondamentaux, mais ça l'est aussi sur le fait d'arrêter de faire des délégations de services publics, ainsi que de devoir demander conseil à des sociétés de conseil. Excusez-moi, bon, c'est un pléonasme, mais oui. Voilà. Mais ce qui amène à ce qu'on sait où est l'argent, et l'argent, il y en a. Maintenant, on fera le nécessaire pour tenir nos engagements et pas nos promesses. Est-ce que vous regrettez parfois votre vie avant votre engagement politique? Parce que c'est dur. La vie politique, c'est violent, c'est ingrat. Non, je ne regrette rien. Non, vous ne regrettez rien? Ce que je peux regretter, c'est parfois des coups d'éclat que j'ai eus. Et ça, je vais vous dire, oui, c'est vrai. Parce qu'en politique, des fois, vous vous énervez. C'est animé, le monde politique, d'accord. Mais moi, je ne regrette rien. Et franchement, je peux dire que j'ai plaisir à rencontrer un tas de gens extrêmement précis sur l'action politique qu'on mène, qui parfois sont des gens du monde du travail, parfois sont des gens qui ont évolué dans des sociétés différentes que celles que moi j'ai pu évoluer, notamment parce que j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille et que j'ai pas eu accès à tout, notamment au monde de la culture. Quand je vois des personnes qui viennent du monde de la culture, je suis ravi de voir ces gens et de pouvoir parler de livres, parce que moi, par exemple, je peins. Mais qui le sait que je peins? Personne. Mais on s'en fout, vous allez me dire. Non, moi je m'intéresse à ces personnes qui aujourd'hui ont envie d'avoir des espaces pour peindre. Donc on a décidé de faire une maison de la création où les personnes vont pouvoir venir et vont pouvoir essayer de développer leur passion. Et c'est important de trouver des solutions à tous ces gens-là. Et donc, du coup, d'arriver à avoir toutes ces différences et de vivre. Moi, j'ai eu plein de vies. J'étais taxi, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai vendu des costumes, j'ai monté des échafaudages. Si je vous parle, j'ai fait agent de sécurité, j'ai vendu des journaux. J'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans pour acheter un rouge à lèvres à ma mère. Donc, vous voyez, moi, je suis ravi aujourd'hui de voir tout ce monde-là qui forme qu'un seul homme, puisque à travers moi, vous avez énormément d'hommes et de femmes compétents qui sont là pour faire changer la vie des Marseillaises et des Marseillais. Et honnêtement, c'est ma boussole. Moi, j'aurais pu choisir le mauvais côté, le côté obscur de la vie, comme on peut le voir avec tout ce qui se passe dans notre ville. Moi, j'ai choisi de créer du commun. Vous savez, c'est pas rien d'en arriver à ça. Alors oui, je me prends des déferlantes de haine, de racisme, de classisme, etc. Et le mépris de classe sociale, vous l'avez ressenti à l'Assemblée nationale, bien sûr, vous êtes arrivé en 2022. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on arrive là-bas et que j'arrive des quartiers nord de Marseille avec mes origines, avec tout ce que j'ai pu voir dans le monde sociétal dans lequel on vit dans nos quartiers, quand on arrive et qu'on fait entendre justement ces colères-là, vous croyez que ça leur plaît? Mais non, ça leur plaît pas. Et moi, ce que je veux, c'est que au sein du conseil municipal, comme ça l'est à l'Assemblée nationale, les colères du peuple, quelles qu'elles soient, elles ont toute leur place et elles doivent prendre partie intégrante de la vie politique marseillaise. Et donc, on a besoin d'entendre ce qui ne va pas. Vous vous rendez compte quand même que depuis les drames de la rue d'Aubagne, il y a des personnes tout autour qui y habitent, qui sont dans d'autres numéros de rue. Ils ne peuvent même plus s'assurer, ces gens-là. Vous trouvez que c'est anormal? Qu'a fait le maire pour eux? Rien. Parce que j'entends le maire, il dit « je vais rendre Marseille plus propre, si ça l'autre ». Mais ça fait 6 ans, monsieur le maire, que vous êtes actuellement aux commandes. Vous n'avez rien fait. De qui vous moquez? Louise? Alors, j'ai une petite question par rapport à ce que vous disiez justement sur vos origines. On a des questions. Est-ce que vous pouvez nous en parler de vos origines? Bien sûr, si vous voulez.
je vous en parle. Alors, mes origines, même si je vous dis que ma personne m'importe peu, je vois que c'est aussi axé sur ma personne, mais je vous réponds. Ben, écoutez, j'ai une grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, qui est arménienne, qui s'appelait Angèle Markarian, qui a donc subi le génocide arménien avec sa famille. Et le père de mon père était italien, qui a donc un ancien militaire, qui a essayé de vivre sa vie comme il l'a pu. Puis, comme ses parents, mon père, se sont séparés, qu'ils ont eu énormément de problèmes à cette époque-là, mon père a terminé à la DAS, et donc du coup est un enfant de la DAS. Et il y a ma mère, de l'autre côté, avec des parents espagnols, avec une mère née à Murcia, en Espagne, et un père né à Oran, en Algérie, dont, vous le savez, je pense toutes et tous, avoir des origines algériennes très fortes, parce que j'ai embrassé le drapeau de l'Algérie, ça va dire, oh là là, il a embrassé le drapeau de l'Algérie. Oui, j'embrasse le drapeau de tous les peuples du monde. Moi, j'ai aucun problème à cela. Pour conclure, je vais reprendre votre slogan, faire de Marseille une ville plus juste, plus solidaire et plus apaisée. Fini les clashs, alors si vous êtes élu de Marseille, ce sera un Sébastien Delogu saison 2, oui, plus apaisé. Sera un monsieur Delogu 2.0, mais il est là depuis un moment, c'est normal de se responsabiliser. Vous savez, au début, en étant politique, en arrivant dans le monde politique, vous êtes député de la nation, vous cherchez votre place dans la société. Un peu le syndrome de l'imposteur. Puis après, vous comprenez quelle est votre place, justement, de faire entendre ce qu'il ne va pas à Marseille. Et puis, au fur et à mesure du temps, bon, il y a eu des coups d'éclat de ma part. C'est vrai. Et certains m'en tiennent rigueur, d'autres non. Me remercient d'être toujours en première ligne quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis, honnêtement, je me suis responsabilisé. Oui, c'est vrai. Je ne suis plus le même. Merci Sébastien Delogu d'avoir répondu très sincèrement à ces questions. Merci infiniment. Merci à vous.